RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour chers amis de RCN, la radio du plateau de Haye et qu'on écoute sur 90.7, sur Radio Player, en podcast, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On est partout, je vous le dis régulièrement. Et avec son sous-ensemble sur les mêmes fréquences, l'émission que vous écoutez en ce moment d'ailleurs qui s'appelle Le Son des Bulles, émission 100% destinée, consacrée à la bande dessinée sous tous ses angles. Ses auteurs, ses coloristes, ses dessinateurs, enfin voilà, que du beau monde. Et autour de cette table, évidemment, il y a aussi du beau monde. Alors j'avais marqué un bel aréopage, je ne sais pas si c'est un pléonasme, mais tant pis, c'est un bel aréopage. Avec pour commencer, j'avais mis Joris l'infâme, qui nous fait faux bon, donc je lui ai arraché les yeux, il faut le savoir. David, alors lui, quasi Spider-Man, il tisse sa toile dans tous les festivals pour mieux nous attraper et attraper des... Effectivement, mais cette fois-ci, on ne va pas parler de comics, on parlera de Monsieur Christin, hommage. Ah voilà, on fera Monsieur Christin. Voilà. Francine, partout elle aussi, avide de nouveautés. Oui, mais Christin, c'est pas une nouveauté. Mais bon, moi, Christin, c'est une histoire d'amour depuis 50 ans. Très, très Et plus. Attends, il y a Jean-Luc qui nous fait des gestes, je ne comprends pas quoi. Plus près. Ah, ton micro n'est pas allumé. Pas allumé. Ah là là, on est quand même des sales gosses. Bon, dans 20 ans, on sera au point. On sera au point. On recommence où? Donc, on recommence à Francine. Donc, elle aussi avide de nouveautés, même si aujourd'hui, on parle d'un ancien, puisqu'il est malheureusement décédé. Oui. Voilà, on est d'accord. Hein. Charles, alors toujours présent, les dinosaures à vélo du siècle passé. Calimera, c'est déjà oui, Calispera, mais il passe heure-ci, effectivement. Olivier absent qui nous salue bien. Et puis moi, Françoise à l'animation. Et le passage de la parole le plus équitablement possible. J'essaye de toujours faire ça. Donc, bonjour à tous. Notre ingénieur du son du jour, Jean-Luc. Juré, je parle dans le micro, je fais pas de bruit. Enfin bref, c'est mal barré. Oh là là, il a du courage. Hein. Et voilà. Et surtout, on a un invité de marque, de prestige du jour. L'invité qui s'appelle Sarah, qui est donc à ma gauche présentement. À la radio, ça se voit pas bien, mais elle est quand même à ma gauche. Et je vais laisser David présenter. Eh bien oui, alors Sarah bonjour, bienvenue parmi nous donc à la radio. Merci d'avoir fait le petit chemin Metz-Nancy, cette présence. Eh ben du coup, tu es lauréate. Alors la semaine dernière, nous accueillons, la fois dernière, le mois dernier, pardon. Pour moi, c'était. Nous accueillons donc Nolwenn et aujourd'hui c'est toi Sarah. Donc vous faites partie des 2 lauréates du concours du Crous organisé donc chaque année sur le thème du courage. Les 2 lauréates sélectionnées. Et sélectionnée, bien sûr, elle était sélectionnée donc au niveau local, enfin au niveau régional. Donc tu as participé au concours aussi national, mais bon, voilà, mais c'est déjà une très belle. Alors je tiens à préciser que Sarah avait gagné l'année dernière, quand même. Ah, on peut recommencer. Ah, bravo. Alors. Voilà. Le concours de l'année dernière, c'est Sarah qui l'avait emporté. Donc cette année, donc elle est à nouveau dans le top 2. Bravo. Donc, alors tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur qui tu es, d'où tu viens, oui. Et peut-être ce qui t'a motivé à réaliser à participer à ce concours du Crous en particulier. Alors, concours du Crous, je précise, qui n'est pas uniquement orienté autour de la BD. Il y a aussi le cinéma, la photographie, le théâtre. Hein, il y a différents types de concours qui sont organisés et qui sont récompensés au niveau national. Pour en venir à nous, Sarah, donc vas-y, présente-toi si tu veux bien. Vas-y. Donc, je m'appelle Sarah Yacoub. Je viens à peine de venir en France il y a maintenant 3 ans. J'habitais en Tunisie. Auparavant. Donc je suis franco-tunisienne. Et j'ai donc commencé mes études en graphisme. Et donc ça fait maintenant 3 ans que je suis dans l'école du lycée de la communication à Metz. Et voilà. D'accord, et donc tu as entendu parler du concours du Crous et tu t'y es jeté, en fait, alors à corps perdu, je puis dire, donc 2 années de suite quasiment. Donc, moi je vis au Crous justement, et donc on nous donne accès justement à ces petits carnets où justement à l'intérieur sont écrites toutes les informations dont on a besoin pour savoir un peu comment fonctionnent les concours. Très bien. Donc moi j'en ai entendu parler donc la première année où j'étais venue en France. Oui. On nous a un peu expliqué comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Oui. Et d'ailleurs, c'était mon école qui nous l'avait montré au début, sauf que c'était pour les personnes qui étaient plus âgées que moi, donc le DNMAD après. Sauf que c'est moi qui ai gagné. C'est beau la vie. C'est plein surprise. Le talent. C'est bien, t'as osé, finalement, c'est bien, t'as gagné. Du coup, alors ce fameux concours, alors du coup,
c'est de la bande dessinée. On est dans une émission qui parle de bande dessinée. Quelle va être, à mon avis, tes prérogatives par la suite? Est-ce que tu veux devenir auteur de bande dessinée, vivre de cette passion, est-ce que tu veux en faire ton métier? Tu es dans une école de communication, m'as-tu dit. Est-ce que c'est pour l'instant un moyen pour toi de te faire la main et puis après d'aller vers l'univers de la BD? Enfin voilà, comment ça va se passer? Alors, personnellement, j'aimerais beaucoup être illustratrice et faire de la bande dessinée plus tard. D'accord. Sauf que je suis assez jeune. Et je sais que dans le monde dans lequel on vit maintenant, ça va être assez compliqué de trouver de bons métiers justement dans la BD. D'accord. Mais j'essaye tout de même de justement participer à des concours pour voir si ce serait possible pour moi d'en faire mon métier plus tard. D'aller vers l'édition peut-être aussi. Oui. Est-ce que tu as des projets, tu as des personnages que tu veux développer, tu m'en as parlé, tu veux peut-être toi-même procéder à des financements participatifs, parce qu'aujourd'hui les auteurs de BD passent par plein de médias différents, des maisons d'édition bien sûr, mais pourquoi pas peut-être faire ta propre BD oui. avec ta communauté, parce que tu es beaucoup sur Instagram, j'ai cru comprendre. Hein? Oui, j'ai un gros following sur Instagram. D'accord, on dit le following aujourd'hui, les amis, donc c'est comme ça. C'est en anglais. Toute une communauté qui te suit. Ça a changé. Parce que ce compte, justement, il est en anglais. Je suis bien plus à l'aise dans la langue anglaise. Donc tu es trilingue, tu m'as dit, c'est ça? Oui, tunisien, anglais et français. Ok, d'accord. Ouais, et mandarin en cours. Et mandarin, bon. Parce que alors, tu m'as parlé, tu voulais partir un peu au Japon. Dans l'Asie en général. En Asie en général, parce que pas pour faire kikuja, mais c'est vraiment... c'est parce que j'y suis allée l'année dernière au Japon et en Chine, et justement pour savoir un peu plus comment fonctionne l'art là-bas. Oui. Et c'est un style qui m'a vraiment intéressée, surtout dans le graphisme en tout cas. Et je sais que pour la BD, ce sera beaucoup plus compliqué si j'aimerais faire de la BD là-bas, ou du manga. Ok, donc du coup, tu pensais que le mandarin, tu t'y colles, quoi. Enfin, bravo, franchement... Bravo. D'accord. Et alors ta BD, donc on l'a tous regardé avec Olivier et moi, on l'a regardé. Donc effectivement, il y a. Oui, parce que vous étiez membre du jury. C'est pour ça que vous l'aviez bien regardé. Et puis RCN pour Olivier. Quand même. Et c'est vrai qu'il y a une influence indéniable de type manga, quoi. Enfin, c'est clair. On est plus proche pas du comic, mais du manga, quoi, clairement. Avec un style de dessin très particulier, etc. Ouais. Donc, tu vas montrer des choses que tu fais, c'est assez brillant, c'est vraiment assez sympa. C'est les primés, je pense qu'il y avait une raison quand même. C'est clair. Alors du coup, la question, un petit peu, dans ta BD, tu me disais que tu es en train de proposer un prochain projet sur Angoulême, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tu travailles actuellement sur un prochain projet de 3 planches, c'est ça? Oui, pour le concours d'Angoulême. C'est bien ça, ça parle d'un jeune garçon qui... donc le nom de la BD, c'est The Boy with the Hidden Tattoo, qui en gros veut dire donc, le garçon avec le tatouage caché. Oui. Et c'est cette histoire, je vais peut-être pas en parler pour éviter... Oui, tu ne peux pas trop spoiler, d'accord. Mais j'essaie d'y travailler le plus possible en ce moment, parce que mon cursus d'études fait que je n'ai pas énormément de temps pour travailler sur des bandes dessinées, etc. Et après, c'est pas un gros problème pour moi parce que je dessine tout le temps. Tu dessines tout le temps, tu es vraiment passionné. Donc tu disais, tu as commencé à avoir un crayon dans les mains à 3-4 ans. Enfin, oui. C'est impressionnant, quoi. Enfin, donc, tous les jours, tu dessines, quoi. Tous les jours, après l'école, je dirais 5 heures par jour, et puis les week-ends, tout le temps. Parce que j'adore ça. Oui, je voulais poser la question tout à l'heure en disant, parce que tu avais dit c'est une passion qu'on transforme en métier, mais visiblement, c'est une passion. Oui, c'est vraiment ça. On peut en faire un métier, mais là, c'est un délire. Je ne sais pas comment on peut dire. C'est une raison de vivre. C'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans moi. Voilà. Mais en ayant été primé l'année dernière et cette année, il y a un accès facilité pour aller à Angoulême, non? Il n'y a pas une... Non. On n'est pas... Enfin, je pense qu'ils ne connaissent même pas nos... Je pense qu'on est sûrement... comment on dit? Ils connaissent pas nos noms ni rien. Enfin, c'est vraiment anonyme. Voilà, merci. Oui, c'est anonyme. Ouais, mais après, c'est pas toujours évident, ceci dit, de vous repérer sur Instagram. Il y a toujours des avatars, des noms, des surnoms, des fois 2 ou 3 comptes différents. C'est très difficile. C'était très difficile de te parler ou de te communiquer avec toi. Mais bon, on t'a trouvé. Tu es là aujourd'hui. On est content. C'est très dur. Autrement, en parlant de projet, est-ce que tu connais le prix Maurice Leblanc? Non. Ah, parce que ça pourrait être intéressant, parce que le prix Maurice Leblanc, justement, c'est pour donner leur chance à de jeunes auteurs ou autrices. Donc, il y a tout un dossier à faire, justement. Donc, c'est le projet. C'est le projet qui est d'ailleurs très, très bien doté pour le lauréat. Donc, le projet, il y a quelques planches de BD, effectivement, donner tout son projet. Et puis ensuite, donc, il y a un lauréat qui va être édité. Le lauréat va être édité. Alors, il y a 4 maisons. Il y a Futuropolis, il y a Le Lombard,
les 2 autres m'échappent. Donc le projet retenu va être édité, donc c'est un sacré coup de pouce et je crois que ça doit être 20 000 € la dotation. C'est ça. Donc c'est vraiment... J'ai entendu le roi. Donc il y a certains auteurs ou autrices qui viennent de là, notamment Aude Mermillot. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Donc c'est vraiment un super tremplin. Donc je te conseille de te renseigner et puis de candidater parce que franchement... Je lui communiquerai parce que j'avais le dossier à la maison, que j'avais essayé de le faire pendant le Covid, alors, pour te dire. Amis auditeurs, vous pouvez aussi en profiter pour ceux qui veulent. C'est l'info, c'est une belle info. C'est vrai que merci Francine d'avoir proposé ça. Oui, merci. C'est pas, je m'y connais vraiment pas dans tout ce qui est concours de BD, étant donné que je viens pas de France et que chez moi il n'y a pas tant de... on n'entend pas autant parler de la BD qu'en France ou en Belgique. Donc ça, merci beaucoup pour le tir. Et justement, le prix est remis en Belgique. Le candidat est au Festival de Bruxelles qui vient d'avoir lieu d'ailleurs la semaine dernière. D'accord. Donc à regarder, à vérifier, tu verras, c'est pas mal. Merci beaucoup. Ok. Donc tout cas, voilà, c'est super. Donc il y a plein de choses pour toi. Donc l'avenir se profile. Je l'espère. C'est génial. Après, pour les anciens comme moi j'ai pas tous les codes du manga comme David et tout. Moi, je suis d'une autre génération en bande dessinée et je l'ai lu, mais ça m'a fait penser à Gomez avec la bande dessinée Silence, parce que tout est doux, tout est. Il y a pas de parole. Il y a vraiment, ça a fait appel chez moi à une bande dessinée plus ancienne, parce que c'est vraiment sous contrainte. Il y a 7 pages, c'est ça. 7 pages, et puis 7 pages terminées. Le courage en lui-même, la contrainte du thème, la contrainte du nombre de pages, etc. Et ça m'a fait penser à Silence. C'était une bande dessinée que je trouvais superbe, qui a été primée elle aussi. Oui, personnellement, c'était pas le manga. Enfin, il l'a dit, mais je me suis pas inspirée du manga pour le faire. Pas du tout même. C'est, je dirais même que j'ai mon propre style, on va dire. Je lis un peu de tout. Donc de la BD, du manga et d'autres types de bandes dessinées d'autres pays. Donc je pense que mon style est un mélange d'un peu tout, on va dire. Parce que j'ai justement pu lire de tout. C'est bien, je trouve, d'arriver à trouver sa voie. Alors, ce qu'il y avait, c'est qu'à la fin de la BD, pas sûr qu'il y avait une ouverture. Tu créais pas une fin avec ta BD. J'essaie de te taquiner un petit peu, mais c'est vrai qu'à la fin de la BD, en fait, on a à nouveau 2 personnages qui apparaissent. Est-ce que tu pourrais nos auditeurs ne le savent pas, mais l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui arrive sur une plage déserte et puis qui essaie de se rendre compte de où il est. Il prend un bâton, et puis il y a un tigre qui apparaît, etc. Et puis il suit ce tigre, bizarrement qu'il ne l'attaque pas, et il va rencontrer en tout dernier un personnage à nouveau qui a l'air de maîtriser ce tigre, et donc ça nous ouvre encore à nouveau. Est-ce que ce serait pour toi la possibilité de créer une suite à cette histoire, donc que tu voudrais peut-être développer toi-même, ou alors est-ce que c'est pour que le lecteur se fasse une idée supplémentaire, tu relances, tu remets 2 francs dans la machine quelque part, tu nous dis tiens voilà, je vous remotive la BD va dans les 2 sens. D'accord. Mon premier but, la première chose que j'ai pensé lorsque j'ai fait cette fin, ça a été surtout que personnellement, c'est une chose que j'aime beaucoup faire lorsque je dessine des BD, c'est laisser justement place à un certain mystère à la bande dessinée. Et justement, après, ça a permis de penser à d'autres suites qui pourraient se passer. Donc, ce personnage-là, justement, ça a été la représentation donc, de la civilisation que mon personnage, le premier, le businessman qui a fini sur la mer, il a réussi à trouver justement un moyen de survivre, un moyen de prendre son courage à 2 mains et de trouver justement... la force un aussi, escape, un échappatoire. Voilà, un échappatoire. Et sauf que lorsque j'en ai parlé à certaines de mes amies, elles par contre ont compris quelque chose d'un peu différent. Et elles ont compris plutôt que le tigre était le personnage, les 2 personnes étaient étaient la même chose, et que donc il a pu justement trouver quelque chose une autre voie. Enfin, voilà. Donc là, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est-à-dire que le dessinateur a des fois sa propre idée. On en parlait tout à l'heure dans le bus, a son idée sur un sujet, et le lecteur se fait aussi sa propre idée. La preuve, tu me dis, tes copains, tes copines ont vu des choses différentes de toi. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu lâches un peu ton œuvre auprès des gens qui vont se faire une autre idée, peut-être une autre démarche. Un émetteur, un récepteur. Exactement. Et voilà. Tout à fait. C'est ça la BD, c'est ça la magie de la bande dessinée. Voilà. Est-ce que tu as des lectures en ce moment, par exemple, que tu pourrais nous conseiller, par exemple, des choses comme ça que tu lis en ce moment qui te marquent un peu, ou des... Alors, il y a une bande dessinée qui est l'une de mes préférées en ce moment. Alors, je ne connais pas les autrices, tristement, mais elles sont italiennes. Et le nom de la BD, c'est Rebi. Rebi. R-E-B-I-S. Alors, Francine? Ah oui.
Ça dit quelque chose? Le titre, ouais, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, ok. Ça parle de... donc c'est quelque chose de très fantaisiste. D'accord. Ça va parler d'une sorcière qui va accueillir un enfant albinos au Moyen-Âge qui a failli se faire vendre par ses parents à son oncle. Et donc ça va parler un peu de son aventure à lui et à elle. D'accord. Comment est-ce qu'ils vont vivre ensemble et comment est-ce que du coup l'enfant va finir par grandir et vouloir devenir comme elle au final, car elle aussi a été rejetée par la société. D'accord. Et alors, est-ce que dans ton travail, par exemple, est-ce que tu veux faire entrer, peut-être pas dans les années, peut-être hein, des sujets importants qui te tiennent à cœur, par exemple, des choses qui te travaillent, comme beaucoup aujourd'hui de personnes, sur l'écologie, je sais pas, sur les aspects culturels, un aspect l'impérialisme, je sais pas moi, le néolibéralisme. Est-ce qu'il y a des choses dans ta BD, c'est peut-être encore un peu tôt, peut-être, on est encore jeune, je veux dire, mais est-ce que dans tes sujets, des choses comme ça, tu as envie de faire transpirer tout au moins des sujets d'actualité ou politique, ou enfin des choses comme ça, par exemple? Alors oui, déjà par rapport à la culture. Oui. Donc, étant tunisienne, je sais que on n'a pas beaucoup de représentation justement dans les bandes dessinées ou encore dans d'autres, je dirais plutôt dans d'autres médias donc tout ce qui est Afrique du Nord ou juste d'autres nationalités. D'accord. Et j'aimerais bien justement refaire sortir ce côté de culture et de tradition, mais aussi la plupart de mes personnages, je ne leur donne pas de genre. Ne sont pas genrés, voilà, en fait. ne sont pas genrés. D'accord. Et c'est du coup, ça va main dans la main avec tout ce qui est queer. Oui, donc. ok. Et c'est assez important pour moi parce que surtout avec ce qui se passe en ce moment, en particulier dans les États-Unis, donc avec les... la misogynie ambiante, enfin toutes ces choses un peu, le mouvement qui recule, les mouvements qui sont en train de reculer assez vite même. Et ça. Donc ça, c'est des choses qui te marquent, qui te touchent. Voilà, et éventuellement, la BD, ça sera un moyen pour toi de les représenter. Après, ce ne sera pas bien sûr le thème important. Ah voilà. Ouais. Ce que j'allais dire, moi, en tant que lectrice amatrice de BD, effectivement, quand il y a une BD qui parle de la bombe atomique, de la guerre, de je sais pas quoi. Comment dire, ça me gonfle, quoi. Il suffit que j'ouvre le journal pour le lire. Par contre, si jamais ça transpire, si ça baigne, si jamais, forcément, on parle de choses de la vie de tous les jours, et si jamais c'est une ambiance ou quelque chose, ça me gêne moins. Mais j'aime pas une thématique pure et dure sur la guerre, c'est pas bien. Bien sûr, moi aussi, je suis pas fan de ça. Je trouve que ça finit par être assez ennuyant. Merci. Ça, c'est des choses qui vont se construire avec le temps. Enfin, t'es encore jeune, donc il y a des choses qui vont maturer, j'imagine, au fur et à mesure des années, et puis. On te retrouvera, j'espère, en tout cas avec grand plaisir, peut-être au Festival d'Angoulême, en tant qu'autrice acharnée, à dessiner tous les jours. En parlant d'Angoulême, justement, petite précision sur Rébis, qui était donc, qui faisait partie de la sélection 2025 l'an dernier à Angoulême. Alors j'ai recherché, donc les autrices, c'est Irène Marchesini et Carlotta Di Cataldo, et c'est paru aux éditions Le Lombard. D'accord. Merci Francine pour ces précisions. Le seul livre que Francine n'avait pas lu. Francine. Merci. Quelque chose à rajouter, Sarah? Non. Bon. Tout au long de l'émission, tu peux écouter, intervenir quand tu le désires. Oui, bien sûr. Là, tu vas peut-être découvrir un auteur que tu ne connaissais peut-être pas, donc Pierre Christin, qui nous a quittés en octobre, juste un an, en 2024, à 86 ans, je crois pas me tromper. 86. Donc voilà, tu vas découvrir un auteur qui a une grande carrière derrière lui. Et c'est grand scénariste. Voilà, tous nous ici présents, nous allons parler de son œuvre et de sa vie. 18h, 19h, le son des bulles sur RCN. Et voilà, c'était Sans la nommer de Georges Moustaki. On parlait de la liberté d'expression, mais pour effectivement contredire, sous contrainte maintenant, notre thématique du jour, Pierre Christin, donc un auteur du siècle passé, là où l'art de la BD était au mieux méprisé, voire insulté. Et pour nous en parler en maestro, Charles, et avec les compléments de ses collègues complices, enfin tout ce qu'on peut imaginer. À toi, Charles. Bon, donc, si j'ai bien tout compris, la mission d'aujourd'hui est consacrée au scénariste et romancier Pierre Christin. Donc, comme vous allez tous évoquer en long, en large et surtout en travers le personnage, je me vois contraint d'attaquer le sujet sous un autre angle. T'as anticipé, quoi. Oui. Bon. Quelle intelligence. Alors, j'aurais pu tout aussi bien parler d'autre chose. Il y a tant de sujets très intéressants qui ont été laissés de côté dans cette émission. Je pense notamment à la série des bibi-fricotins policiers, qui mérite très bien à elle seule, non pas une émission, mais une saison complète de nos émissions, tant le sujet est vaste et peu développé par les études portant sur le 9e art. Mais
Le choix ayant été porté sur Pierre Christin, je m'y lance, j'y saute, je m'y noie. Bon. Comme je viens de le dire, vous allez longuement évoquer le travail remarquable de ce scénariste, je vais donc mettre en lumière les dessinateurs avec qui il a le plus collaboré. Alors en premier, son ami d'enfance, Jean-Claude Mézières, qu'il avait retrouvé lorsqu'il était prof aux États-Unis. Quand ils étaient enfants, ils allaient ensemble dans le même abri pour se protéger des bombes des allemands. Bon, ils ont créé ensemble un personnage, le personnage Valérian, personnage emblématique de la BD, qui a fait l'objet d'une remarquable exposition lors du festival Villers BD en 2020, un sujet longuement développé sous notre antenne à l'époque, donc je passe à un autre dessinateur. Bon, c'est une dessinatrice, Annie Gotzinger. La collaboration de Pierre Christin avec cette prestigieuse artiste a duré depuis leur rencontre jusqu'à la disparition de cette dernière en 2017. Une collaboration qui a fourni aux éditions d'Argo des pépites et des pépettes. La demoiselle de la Légion d'honneur, la voyageuse de la petite ceinture, Charlotte et Nancy, la diva et le Kriegspiel. Je ne vais pas citer tous les albums, il y en a plusieurs rayons de la BD-Tech. Il se trouve que le 5 mars 2019, j'ai fait sur cette antenne une extraordinaire chronique sur Annie Gotzinger, une étude d'une qualité exceptionnelle pour laquelle je pensais sérieusement que me serait accordé le prix Albert Londres, qui, à ma grande déception, suite à des manœuvres infectes et des cabales inouïes, a permis à un autre que moi de bénéficier de cette prestigieuse reconnaissance. Donc, vous comprendrez aisément que je ne souhaite pas développer davantage un sujet qui m'a brisé le cœur et conduit à écouter en boucle l'hymne à la joie en audition inverse, ce qui donne ceci. Quelle horreur. Bon. Alors, Pierre Christin a travaillé avec un bon nombre de dessinateurs, mais sa collaboration la plus aboutie a sans doute été avec Anki Bilal. Enes Bilal, surnommé Anki, est né en Yougoslavie en 1951. La famille émigre en France en 1961 et en 1971, Anki Bilal gagne un concours de bande dessinée organisé par le journal Pilote, ce qui va déterminer à s'engager dans cette carrière. Après un passage éclair aux Beaux-Arts, il intègre l'équipe du journal Pilote où il fait la connaissance de Pierre Christin, déjà scénariste réputé à cette époque. De leur collaboration vont s'enchaîner des productions qui vont marquer le monde de la BD. Alors, La croisière des oubliés, Le vaisseau de pierre, La ville qui n'existait pas, je perds mes notes, Les phalanges de l'ordre noir, oui, Partie de chasse, Los Angeles, L'histoire oubliée de Laurie Bloom, Cœur sanglant et autres faits divers. Bon. Alors, là, on arrive en 1988 et à partir de cette date, Anki Bilal se lance dans la production cinématographique. En 89, il réalise, toujours sur un scénario de Pierre Christin, Bunker Palace Hotel, avec Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal. Il s'en suivra une dizaine de films dont il signera le scénario, dont le surprenant Immortal ad vitam, mélangeant prise de vue réelle et images de synthèse reconstituant d'une manière époustoufleuse et mirabolante l'univers de Bilal, de la BD, La foire aux immortels, paru en 1980 aux éditions d'Argo. D'une manière générale, on ne peut pas dire que l'univers de Bilal prête à la franche rigolade. Mais la plongée de cet auteur, dans l'univers de cet auteur, vous conduira, j'en suis certain, de l'étonnement à la fascination. Et puis, on ne sait jamais, si le choc des images sombres vous entraînait vers la dépression, on connaît le remède, il y en a un. Passez-vous en boucle l'hymne à la joie en audition inverse, c'est radical. J'aime la prendre en boucle ce soir, quand je vais faire mes plongées BD. Alors j'en ai plusieurs, hein. J'ai aussi Non, je regrette rien. En version accélérée, peut-être, non mais écoutez, en audition inverse, ça refait redécouvrir le... C'est vrai, ça l'a créé complètement. Oui. Ça fait grincer des dents, moi, je trouve. Ça fait péter les plombs des dents. Oui, voilà, c'est ça. Alors, t'as pas eu le prix Albert Londres et toujours pas le Nobel de la BD non plus? Non plus, non. Mais c'est mes ennemis, tu vois, qui travaillent dans l'ombre pour que je ne réussisse pas. Sarah peut peut-être te pistonner en tant que nouveau. Sarah, si tu veux quelque chose pour Charles, s'il te plaît. Bon, merci Charles. Je suis désolée pour ton prix, effectivement. Bon, alors,
Je voulais savoir comment Joris s'en serait sorti avec Manga et Pierre Christin. Joris il a décliné. Il a décliné, il a eu peur. Il a eu peur. Tu as peur, Joris, on le savait. Donc, on va passer à celle qui aime Christin et qui se plie ce jour à la contrainte. Nous t'en remercions, Francine. Christin est partout sur cette table. Incroyable. Et, voilà. Et Christin qui n'est pas... Oui, alors la table, elle est envahie, il y en a dans tous les coins. Pourtant, Christin, c'est pas une nouveauté. Elle est Francine. Dis-nous tout ce que tu as envie de nous dire. Christin, comme je le disais tout à l'heure, quand le micro était fermé, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Alors moi, j'étais un petit peu plus sérieuse que... C'était très sérieux. Il faut être sérieux. Donc, lauréat du prix Goscinny en 2019, Pierre Christin a été mis à l'honneur au FIBD Angoulême 2020 par le biais de la magnifique expo Dans la tête de Pierre Christin, qui se tenait dans l'antre du vaisseau Moebius. Alors moi, j'ai eu la chance extraordinaire de non seulement visiter l'expo, mais également d'assister à la rencontre autour de Pierre Christin, pour laquelle il était entouré de ses complices de toujours, Jean-Claude Mézières, Anki Bilal et André Julliard. Wow. Univers très masculin, me direz-vous. La talentueuse Annie Gotzinger, à qui ce livre est dédié, aurait sans doute était de la partie si elle ne nous avait pas malheureusement quittés 2 ans auparavant. Alors, parallèlement à cette rétrospective exceptionnelle, est sortie aux éditions Corrette la passionnante monographie Pierre Christin, le grand rénovateur du récit en bande dessinée. Oui. Je m'étais promis de ne jamais écrire d'autobiographie, car je me méfie de tous les appareils de célébration, aussi modestes soient-ils. Alors, ainsi débute la préface de Pierre Christin pour l'album Est-Ouest, paru en 2018 chez Air Libre. Eh bien, tant pis pour lui et tant mieux pour nous. Si sa modestie a été mise à mal, on ne peut que se féliciter de son accord et de sa contribution à cet ouvrage. Alors, vont servir de base à cette monographie les entretiens réalisés pour un hors-série du mensuel DBD en 2011. Alors, à cette occasion, Pierre Christin avait posé 2 conditions. Être interrogé par 2 journalistes, ce seront Christophe Quillien et Frédéric Pelletier, et légender lui-même l'iconographie. Telle va donc être la matière première du livre, séquencée en 15 chapitres, dont le dernier n'est autre qu'une bibliographie très détaillée de ses différents écrits. Alors un subtil agencement de documents plus captivants les uns que les autres, en comprenant entretiens, témoignages de ceux qui ont compté, photos, planches, couvertures d'albums, etc. Alors 2 chapitres nous font pénétrer dans le cœur du sujet. Docteur Christian et Mister Linus. Alors Docteur Christian, c'est l'enfant, l'adolescent, le journaliste, le prof d'université, le pédagogue, le musicien grand amateur de jazz, le romancier, le globe-trotter, parce que Christin, c'était tout ça. Mister Linus, c'est le raconteur d'histoire qui nous fait partager son parcours et sa vision du métier depuis ses débuts à Pilote, où il avait pris ce pseudo en référence aux Peanuts. Alors, le grand rénovateur du récit en bande dessinée, le titre parle de lui-même. Dans la lignée d'un Goscinny, il a contribué à donner ses titres de noblesse au métier de scénariste. Notre baroudeur a toujours aimé raconter des histoires. Et c'est son amitié avec Jean-Claude Mézières, le copain d'enfance, qu'il mènera sur la piste du scénario de bande dessinée en dépoussiérant et renouvelant la SF. Et cela va être le début de la grande aventure de Valérian et Laureline et ses 22 tomes étalés sur un peu plus de 40 ans. Part belle est donnée à cette fabuleuse épopée spatio-temporelle tout au long de l'ouvrage. Dès ses débuts en tant que scénariste, Pierre Christin s'était donné pour but de défricher les terres encore inexploitées de la BD, en explorant tous les genres possibles, sauf le western et l'érotique. Tant pis pour toi, Françoise. Il n'aimait pas les comics. Il n'aimait pas les comics. Je sais que j'aime les westerns, mais pas à ce point, Francine. Alors, après cette première incursion dans le domaine de la SF avec Mézières, il fera une courte intrusion dans le domaine du fantastique avec Tardy et ses rumeurs sur le Rouergue, paru en Pilote 1972. L'amitié et la complicité et le nerf créatif essentiel du scénariste, il écrira des scénarios en fonction des dessinateurs. Alors avec Anki Bilal, puis plus tard André Julliard, il explorera la géopolitique, alors qu'avec Annie Gotzinger, il sera question de BD intimiste. Il inaugurera par contre le reportage autofictionnel avec Bilal, on le disait tout à l'heure avec L'étoile oubliée de Laura Bloom, Los Angeles 1994. Un style qui prolongera plus tard dans ses correspondances avec divers artistes. Alors, outre Est-Ouest, une autobiographie autour de ses voyages et de ses rencontres, il abordera également la biographie à travers Robert Moses, un autre grand rénovateur de New York, lui, paru en 2014 chez Glénat, et tout en dernier, le remarquable Orwell, paru en 2019 chez Dargaud.
Alors viennent aérer ces longs entretiens, des chapitres uniquement iconographiques sur ses héroïnes préférées, ses sélections d'aliens, ses lieux de rêve, ses souvenirs et également évidemment un hommage à Annie Kutzinger avec notamment le très émouvant extrait du scénario de la dernière aventure d'Edith Hardy, Quand je serai jeune, qui malheureusement ne verra jamais le jour. Un autre chapitre sera consacré aux témoignages, avec entre autres ceux de son assistante Stella Laurie, ou alors la directrice qui prit sa suite à l'Institut du journaliste de Bordeaux, qu'il avait créé, son éditeur allemand, pour terminer en beauté avec « Mais comment pouvait-il en être autrement ?» Jean-Claude Mézières, bien sûr. Alors, les correspondances de notre reporter sur le terrain feront l'objet d'un chapitre à elle seule, ainsi que quelques-uns de ses propres articles judicieusement choisis, avant que les Valérians de Besson, Larsenet et Lupano ne viennent clôturer l'ouvrage. Alors, on peut caractériser tout ouvrage par sa forme et par son fond. Concernant la forme, mention sans faute pour l'élégance sobre de ce livre particulièrement soigné. À noter que le dessin est évidemment un dessin de Julliard. Quant au fond, j'émettrai quand même un léger bémol dû à la présence de quelques redondances de certains propos qu'on va retrouver dans différents chapitres. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Ouvrage foisonnant, passionnant, richement documenté que tout amateur de BD se doit de posséder dans sa BD-thèque. Une fois la lecture achevée, on n'a qu'une envie, ressortir, relire les ouvrages qu'on possède déjà et se précipiter en librairie ou en bibliothèque pour découvrir les autres. Alors Pierre Christin, le grand rénovateur du récit en bande dessinée, paru le 29 janvier 2020 aux éditions Corrette, 34,99 €. À ne pas rater. À ne pas rater. Oh, très bel ouvrage. Oui, bel ouvrage, effectivement, de sobriété. Alors, indépendamment de l'acheter, vous pouvez l'acheter et le lire. Hein. C'est pas interdit. Et on peut, hein. C'est pas le profaner. Et ben effectivement, donc, merci Francine pour je sais pas, pour tout ce que tu viens de dire. Ah oui, voilà. C'est riche en même temps. Il y aurait tellement à dire, comme tu dis. C'est tellement vaste. Voilà. Il a été tellement. L'œuvre, elle est conséquente. Quoi. C'est plus de 100 ouvrages dans les bibliothèques, dans les librairies encore aujourd'hui d'ailleurs qui sont encore présentes actuellement. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas. C'était quelqu'un d'une classe en plus. D'une culture incroyable, d'une histoire. Il a fait des études politiques au départ. C'est quelqu'un qui sort de l'université. Prof d'université, c'est lui qui a créé l'école de journalisme à Bordeaux. Il était vraiment... Première école de journalisme public. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il a fini, entre autres, chevalier officier des arts et lettres. Donc, il y a des grands écarts professionnels, on parle des métiers passion. Voilà, donc il y a quelque chose. Je vous encourage à écouter ces interviews, elles sont très très riches. Il est d'un vocabulaire assez excellent. Vraiment, à l'écouter, c'est un peu, il y a un petit côté titi parisien, mais c'est très sympa quand même. Je trouve qu'il a une gouaille excellente, quoi. Voilà. Ça va, Sarah, devant un monument pareil vous vous sentez au pied de la montagne ou alors ça donne envie d'escalader? Est-ce que tu nous feras 100 bouquins dans ta vie? 100 livres. Tu te sens de partir sur 100 livres comme ça? Ouf. Allez. C'est plus facile pour un scénariste que pour un dessinateur, hein. C'est vrai. 100. C'est vrai que 100, c'est pas beaucoup. Comme ça, une œuvre de 100 ouvrages, c'est pas évident. Hein, Tardy, il ne doit pas être loin, non? Tu crois, 100? Oh la vache. Oui, il y en a pas. Écoute, il y en a. Je ne saurais pas dire. On va rechercher ça. Non, mais tout ce qu'il a fait. C'est énorme. Right. Get ready. Of course I am. Oui. Donc Francine, bravo et merci. Enfin, moi, je suis toujours fascinée par tout ça. Bon, celui qui a ouvert le feu de l'émission, David, il va fermer la marche, on va dire ça. Alors David, les Avengers et Pierre Christin, alors moi, je suis curieuse toujours. Ils n'étaient pas amoureux du tout. Il a été aux États-Unis, il aimait les cow-boys, mais je peux t'assurer qu'il n'aimait pas du tout les comics. Alors ça, il détestait la façon dont c'était colorisé, dont c'était. Il n'aimait pas du tout les comics. Voilà, pour le coup, je me sens un petit peu dans la cible. Donc pas de slip en cuir. Pas de pectoraux. Non. Il volait des personnages complètement différents. Merci. Alors, je vais reprendre un petit peu, grosso modo, je vais faire une petite synthèse un peu de tout ce que Charles et Francine nous ont un petit peu fait, mais en rajoutant des petites anecdotes assez sympathiques. C'est dur de passer le dernier. C'est pas évident de passer, surtout après Charles et Francine. C'est pas très évident. Tour écrivain et journaliste, cofondateur de l'unité de Bordeaux, effectivement, première école de journalisme public. Nous connaissons essentiellement, nous, comme scénaristes de BD. Laissant une empreinte durable sur une vieille mare, c'est en 67, donc bien sûr que tout démarre avec son compère Mézières, ami d'enfance, Valérian et Laureline, la série phare de sa carrière, 2 agents temporels dans un futur lointain, une BD souvent chargée de sens où Pierre Christin aborde des sujets comme l'impérialisme, l'écologie, toi Sarah, donc il y a des sujets qui le touchent, donc il y va. La diversité culturelle, une œuvre qui aura inspiré beaucoup de monde jusqu'à Georges Lucas, quand même, faut pas se leurrer, parce que la BD de Valérian quand même a été sérieusement,
pompé quand même, sur des personnages comme la princesse Leia, la Carbonite, Dark Vador. Donc on peut, et Mézières, il l'avait sévère quand il a vu que les personnages. J'aime bien le geste que tu fais en même temps, dis-le carrément. Sévère. Ouais. D'ailleurs, même Pierre Christin disait, il était rage, quoi. Enfin, vraiment, quand il a vu ça, il était foudre. Le personnage de Laureline est une femme forte. Ça, c'est important. Notamment pour Christin, de son image, en tout cas de ses collaborations avec des femmes, son image aussi de féministe, parce qu'il était féministe, je pense, profondément. Une héroïne à part entière. C'est ainsi qu'il la voudra dans ce récit. Elle ne sera pas un faire-valoir, ce qui à la fin des années 60 est encore assez rare à la BD ou au cinéma. Donc les femmes sont souvent un peu mises au rabais. Donc on passera à Natacha. Surtout dans la BD. Surtout dans la BD. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui faisaient de la BD. Faut se le dire. Valérian, c'est 40 ans de voyage spatio-temporel, 22 albums, comme disait Francine, traduits dans toutes les langues. Non, une vingtaine seulement, excusez-moi. Panche moldu. Non. Pierre Christin, c'est aussi 100 livres, des collaborations avec des très grands, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Charles, donc Annie Goldzinger, bien sûr, Enki Bilal, Book, 100 livres dont l'essentiel se trouve dans les rayons de BD. Fièvre disciple d'Alessandro Dumas. Alors il y a aussi cette partie où qu'il les ramène vers le roman. Donc Christin, avant d'être scénariste, c'est l'art. Il est romancier. Il a écrit des romans. Pour lui, la bande dessinée scénariste, c'est l'art d'organiser les pièces du puzzle. Il le disait lui-même. Il fait savoir que la BD dans les années 60 est amputée d'un certain nombre de choses, puisqu'il y avait des lois sur la publication réservée à la jeunesse. Christin s'engouffre alors dans des immenses champs de réflexion, d'écriture, qui étaient totalement absentes de la BD à cette époque. La politique au sens large, bien sûr. Il aura les mots et la fabrication des situations pour faire évoluer les choses. Le réalisme, le grand travail de description du monde est sans fin, dira-t-il. De quoi, BD, le grand travail de description du monde est sans fin. C'est ces paroles, je reprends. Mais ça, c'est surtout été possible parce qu'il y avait le journal pilote. Parce que c'était dans les BD qu'il y avait à l'époque, c'était Tintin, Spirou, où justement, là, c'était des récits d'aventure. Ouais. Et là, dans le pilote des années 70, on commence vraiment à faire des BD. Adultes. Et il y avait, il y avait des critiques, des dessins de réserve, notamment des gars qui venaient de chez Harakiri, qui avaient lancé une autre orientation. On n'est pas loin de 68, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi tous ces mouvements un peu en dedans. Deux BD éponymes, on peut s'en douter, on peut même parler de chef-d'œuvre, donc Partitia, ce que tu as montré, la chute du mur à la fin du régime communiste, qu'il avait presque anticipé, j'ai envie de dire, parce qu'il il était presque visionnaire sur le coup là, parce qu'il y avait été, bien sûr, dans les pays de l'Est, il connaissait très bien. Justement, Est-Ouest, ça parle de ça. Ça parle de ça. Ou les phalanges de l'ordre noir avec le franquisme et les guerres républicaines, etc. Donc une collaboration avec Enki Bilal qui lui vaut des honneurs de l'émission Apostrophe, rendre compte du monde qui l'entoure. Donc je rajoute une couche, mais faire passer la bande dessinée à un niveau un peu supérieur. Christin était un homme progressiste, visionnaire à plus grand égard. Féru d'histoire, mais surtout quelqu'un qui a participé à élever la BD au niveau d'art à part entière et pas juste cantonné aux enfants et à la jeunesse. Ce qui a influencé Christin en 67, lorsqu'il débute à Valérian, on le trouve avec Paul Anderson et sa Patrouille du temps publiée aux USA en 55, des humains du futur qui veillent à ce que leur propre existence ne soit pas modifiée par les voyages temporels. Des auteurs comme Jack Vance, par exemple, dont l'influence est notable avec Valérian, des sociétés utopiques, oniriques, donnant vie à l'étrange et à la beauté. Ou alors Dumas, bien sûr, comme je vous le disais plus tôt, Monte Cristo, les Trois Mousquetaires. Dumas, c'est d'écrivain qui fonctionne, qui est polychrome, qui sait créer des atmosphères, qui fait avancer des intrigues, des dialogues vivants, vifs, précis, souvent rigolos. Et bien sûr, George Orwell, que tu as cité à travers l'ouvrage de 2019, la BD, qui lui est consacré, avec le dessinateur Sébastien Verdier. Orwell, c'est l'invention prophétique de Big Brothers, préfigurant il y a 30 ans le contrôle des médias, l'Internet et la manipulation des données. Une vie hors norme qui passionne Pierre Christin à trop. Donc, Orwell, pour lui, c'est vraiment un modèle, quoi. Orwell qui a une vie un peu de Clodo, il a une vie particulière. C'est assez particulier quand même. Christin a également fréquenté de fréquentes collaborations avec Annie Goldzinger, donc on l'a évoqué, mais effectivement une grande collaboration au travers de ce personnage de Agence Hardy, en fait, qui n'aura pas malheureusement de fin, c'est ça, il n'y a pas d'objet final à cette série.
Mais mon dessinatrice, donc décédée en 2017, on pourra citer des collaborations avec la demoiselle de la Légion d'honneur chez les Humano, la Sultane Blanche chez Dargaud qui est sur la table. Et dans les années 60, les seules femmes qui font de la BD, à part Claire Bretéché et Annie Gotzinger, on les compte, deux. C'est pas, il y en a d'autres peut-être, moi, je les ai pas comme ça en tête, mais ils ne sont pas très fréquentes. C'est les plus connus. Oui. C'est les plus connus. Oui. La preuve, c'est que je les connais. Pour en revenir un petit peu au personnage de Laureline, depuis l'Ordre de Pierre, la série s'appelle plus Valérian, l'agent spatio-temporel, mais Valérian et Laureline. Donc j'insiste là-dessus parce que ça officialise la place prise par Laureline dans la série, vraiment très rapidement. La série apporte également un bel exemple de relation harmonieuse dans un couple. Ça, c'est ce qui peut être mis en avant aussi. Christin est tout à la fois optimiste, utopiste avec Mézières, noir avec Bilal, intimiste avec les années Gotzinger. En 2018, un album retraçant les souvenirs du scénariste sur le dessin de Philippe Aymon, Est-Ouest, que tu nous as montré, est particulièrement brillant. Père Christin nous quitte le 30 octobre 2024 à Paris. Merci Monsieur Christin, un grand merci à vous. Pardon, le 2, excuse-moi, le 2, je corrige immédiatement, excuse-moi. Le 2 octobre, merci pour cette correction. Ah, c'est le jour où la diffusion de l'émission, c'est pour ça que excusez-moi. Pile aujourd'hui. Le 2 octobre, et merci à Monsieur Christin, merci pour toute cette œuvre et ces très beaux moments de lecture que vous nous avez offerts. Voilà, reposez en paix. Depuis qu'on fait cette émission, j'ai jamais vu la table aussi ornée de bandes dessinées en tout genre, verticales, horizontales. Oui, mais un scénariste, c'est normal. Parce que mais on en a déjà fait des grands, mais là... c'est vrai qu'ils ne sont pas soumis à l'honneur. Tellement de grands albums, c'est ça aussi. C'est ça. Il a les participations, les sujets abordés, le côté visionnaire aussi de son travail, c'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est des scénaristes de cet acabit-là, à part Goscinny ou des grands comme ça, il n'y en a quand même pas des tonnes. Parce qu'il y a aussi quand même le long voyage de Léna avec Julliard, qui est aussi j'ai hésité à le chroniquer, celui-là, il était bien. Ouais, très très beau. Très bel hommage. Il y a des trucs rigolos. J'ai relu un peu des histoires de Bilal et tout. Je crois que c'est dans La Femme Piège. Ouais. Il dessine dans les années 80 et il parle de l'année 2025. Et tu vois les gens qui servent de téléphone comme il y avait dans les années 80. Tu vois, il y a des... Ça fait drôle. Ah ouais, le combat, tu sais, le combat d'échecs, échecs MMA, là. Enfin, tu sais, tu fais des échecs et tu te bats. C'est des espèces et ça existe. Il y a des vraies compétitions aujourd'hui de ce truc-là qui a été mis dans la bande dessinée, inventé par Bilal. Qu'est-ce qui n'existe pas maintenant? C'était complètement dingue, quoi. C'était assez fabuleux, quoi. Oui. Voilà. Donc, Sarah, un petit commentaire sur cette profusion, Sarah. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque, par exemple, la masse de travail en particulier? Eh bien, je pourrais jamais le refaire. Tu trouves un bon scénariste? Il faut un bon scénariste. Un bon scénariste, un bon dessinateur, Mézières, Christin, ça donne des très belles choses. Donc peut-être que tu seras peut-être amené à travailler plus tard avec un scénariste ou. Oui, sûrement. Voilà. Après, ça reste, ça doit être quelqu'un qui doit quand même avoir adoré son travail, tout comme moi. Pourquoi dire jamais alors du coup parce qu'il y a une autre chose que j'ai qui est que je procrastine beaucoup. Il y a aussi autre chose, je suis jamais heureuse de ce que j'ai fait à la fin. Du coup au final mais ça t'es pas la seule hein, vraiment. Mais Mézières n'était jamais content de ce qu'il faisait. Il travaillait régulièrement, il reprenait les planches même pourtant c'était bien, mais il retravaillait ses planches tout le temps. Donc ça c'était Mézières là-dessus, il bossait souvent. Je crois que ça doit être difficile de dire c'est fini et c'est parfait parce qu'on dans la perfection. Enfin, ça me paraît évident qu'on ne soit jamais content. Il avait une anecdote, il disait en fait j'ai appris beaucoup, parce qu'il était romancier, il avait appris à couper un peu dans le sec, parce que être scénariste de bande dessinée et être romancier, c'est deux écoles différentes. C'est différent. C'est pas le même métier, le même rythme. C'était quand j'étais au siècle dernier, quand j'ai fait des études, on disait la bande dessinée est un procédé bâtard. C'est pas du dessin, c'est pas de la littérature. Mais c'est vrai, en fait. Et en storyboard, pareil. C'est pareil, le storyboarding, etc. Alors, est-ce que tu fais des dessins préparatoires, Sarah? Des dessins préparatoires, ou est-ce que tu nous parlais tout à l'heure, vite fait, mais en fait, le dernier œuvre que tu vas commencer par la fin. Oui. Donc, tu as fixé que ça serait comme ça, quoi. Et puis après, tu remontes le fil, en fait, c'est ça? Ça m'arrive surtout quand j'ai déjà mon idée en tête et que, du coup, je vais faire la chose la plus dure en premier et ensuite...
petit à petit, on va vers les choses qui sont un peu moins dures. Mais ça te prive pas de te dire, tiens, si j'avais voulu changer d'avis ou si j'avais voulu peut-être évoluer. Si je fais ça, après, je vais finir par changer d'avis toutes les 3 secondes. Ah bon, d'accord. Je suis indécise. Tu planches le clou. Tu peux le placer en visio à inverse, comme tu le fais avec l'audio. Jean-Luc. Pour revenir justement à Christin, lors de cette fameuse conférence à Angoulême, disait que quand un jeune dessinateur ou une jeune dessinatrice venait le voir et qu'il parlait de son projet et lui répondait « dites-moi la fin ». Et que le plus important, une BD, c'est d'avoir la fin. Et c'est vrai qu'il appliquait, dans son école de journalisme, quand il y était présent, etc., il appliquait les concepts d'Orwell. C'est-à-dire qu'en fait, Orwell, il avait 5 ou 6 concepts, et le dernier chamboulait tous les autres, en fait. Donc, en fait, il envoyait bouler tout le reste. Bah oui, il faut mettre des coups de théâtre. C'est ça, voilà, tout à fait. Mais il ne faut pas s'interdire ça, peut-être. Si ça te rassure comme ça, fais comme ça. Mais non, mais il y a les rencontres qui vont avoir lieu. Il a dit 25 fois, vous êtes jeune, donc... Tu évolueras dans ton travail. Donc il y a de quoi évoluer, grandir. Bah oui, 20 ans. Bah oui, non, mais il faut espérer, il faut dire, je vais y aller, quoi. Après, courage, allez, ça va marcher. Bon, bah, ouf, là, je me suis senti prolixe, bavard, enthousiaste. On a dit plein de choses. Ça va, pas trop soif. Des anecdotes qu'on aurait aussi, par exemple, c'était sur le... Alors, je crois que c'est sur le... Avec Bilal, quand il a proposé à Bilal sa première bande dessinée, ça venait Christin avait été voir une exposition en fait, d'un tableau, donc flamand, je crois, et c'était un village qui flottait. La croisière des oubliés. La croisière des oubliés, merci Francine. Et de la croisière des oubliés, donc, il propose à Bilal, il dit je vois bien un truc, genre ça serait un village qui flotte au-dessus de l'eau après des expériences militaires, etc. Il y a Bilal qui le regarde avec des gros yeux. Ah, je vois tout à fait. Et donc c'est parti comme ça. Mais alors que l'exposition, il avait été la voir bien des années avant, donc ça avait un petit peu maturé comme ça avait pris un peu le jachère en fait. Et il voit Bilal, il dit tiens, hop, c'est lui qui propose ça. Et bim, le truc naît de cette façon-là. Donc, c'est parti d'un tableau dans un musée. La première idée. Voilà. Fabuleux. Oui, fabuleux. Oui. Moi, je suis sans voix là quand je vous écoute. C'est assez exceptionnel. Eh bien, on va faire... Olivier n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a laissé un message. Donc, je vais laisser... Alors, on va être plus sérieux, effectivement, moins prolixe dans les propos, parce que le 11 et 12 octobre prochain aura lieu la 22e édition du festival EuroBD de Lexie. Alors, Lexie, c'est à 5 minutes de Longwy, à 2 pas de la Belgique, pas loin du Luxembourg, une foulée de l'Allemagne, donc dans ce qu'on appelle, nous, le PIO. Depuis 2004, Marc Jakubowski organise ce festival avec la même envie et détermination. Et cette année, la lumière est faite sur les super-héros français de la bande dessinée. Ah, bien. Ah oui, c'est que les premiers super-héros sont français. Hein. Les premiers super-héros ne sont pas américains, sont français. Oui, Bibi Fricotin. Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. Alors, pas de Spider-Man, de Batman, mais alors Fantax, Garde républicain et Zambla. Ah oui, moi j'ai lu Zambla, effectivement. Ça sera l'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir les œuvres de Pascal Millet, Thierry Olivier, Jérôme Vicky, Jim Dandy et Jean-Marc Lenné. Une exposition leur sera consacrée avec des planches qui seront toutes originales. Alors, je conseille, si vous voulez bien, les écritures de Xavier Fournier, qui est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment très bien le monde des super-héros, et notamment, il a fait des très bons ouvrages relatifs à ça. Donc, je conseille Xavier Fournier. Xavier Fournier. Ouais, qui est vraiment... vous trouvez ses ouvrages, alors je les ai plus en tête, hein, c'est la vie des super-héros, l'histoire des super-héros, mais il y a quelque chose comme ça, on peut le trouver. Voilà, et en dehors du thème, donc le salon réunit aussi 30 auteurs, jeunes, moins jeunes, plus jeunes, moins, enfin tout ce qu'on veut, locaux, internationaux, renommés ou en devenir. Alors entre autres la présence de Régis Hector, qu'on va recevoir le mois prochain d'ailleurs ici même, Vincent Bailly, Gilles Mezzomo, Karim Badachaoui, Thierry Giraud, Daniel Cox, qui fêtera ses 50 ans de l'agent 212. On vous mettra la liste complète sur nos réseaux sociaux, ça c'est le projet. Outre les dédicaces et les rencontres des auteurs, des stands de libraires d'occasion, de produits dérivés seront présents tout le week-end. Donc c'est le 11 et le 12 à Lexie, salle Omnisport rue Albert Lebrun, le samedi 14-18h30 et le dimanche 10-18. Oui, c'est ça. 3 € l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans. Et je dirais une fois de plus que l'intérêt des festivals, c'est les rencontres qu'on y fait, c'est les découvertes qu'on y fait, c'est le plaisir qu'on y prend, le fait de flâner, de s'autoriser à tout, de poser des questions, c'est toujours... les festivals, c'est quand même... je vais pas... Et puis le 24, 25 et 26 octobre, à la fin du mois, à Saint-Malo. Alors là, on ne citera pas les auteurs, étant donné qu'il y en a 900. Et l'association Philatér y sera. Juste un petit clin d'œil. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit l'araignée qui tisse son réseau partout. C'est pour ça que je t'ai comparé à Spider-Man. D'accord. Et alors après, beaucoup plus proche, effectivement, ce samedi 4 octobre,
C'est ça, samedi 4 octobre, la fête de la radio, à RCN, ici présentement sur le plateau. Tout l'après-midi, c'est ouvert, avec des rencontres, avec des ateliers, avec des interviews, des présentations des partenaires. Donc n'hésitez pas à passer, à manger un petit morceau de gâteau, à discuter, à rencontrer les gens qui font de la radio. Ça nous fera plaisir, ça vous fera plaisir forcément, parce qu'on est particulièrement sympathique et ouvert au discours. Les gens de la radio, tout pareil. Donc Sarah, si jamais vous avez l'occasion de venir, venez donc. Venez en famille, en amis. Est-ce que, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. Vous avez d'autres choses? Oui, Francine. Le 22 octobre, sorti sur les écrans Zarco, le film animé d'Hugo Bienvenu, qui est un petit chef-d'œuvre. On l'a vu en avant-première avec mon ami David. Et donc, c'est un petit chef-d'œuvre à ne pas rater. Et le même jour va sortir d'ailleurs le livre consacré donc aux éditions de Noël graphique, va sortir le livre sur la jeunesse du film. Voilà. Donc je rappelle Arco du Bienvenu, un film d'animation fantastique qui a été fantastique, très beau, parce qu'on est aussi dans le fantastique, remarquez, qui a été primé d'ailleurs à Chambéry. Pourquoi fantastique, très beau? Pourquoi tu précises? Parce que il est les deux. Parce que fantastique au niveau beauté et fantastique aussi par le propos. Oui, d'accord. Voilà. Il a quand même très intéressant. Vraiment, Hugo, là, c'est passionnant. Passionnant. Et la rencontre après avec Hugo Bienvenu était passionnante également. Voilà. C'est exalté comme émission aujourd'hui. Il y a plein de choses. Ça filait dans tous les sens, effectivement. Enfin, moi, je trouve que c'est bien agréable, bien vivant, bien plaisant. Merci à tous. Là, on va s'arrêter là. Merci à Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Pour sa gentillesse, sa patience, enfin bref, tout ce qui nous tolère de notre part. N'oublions pas aussi, en plus des festivals, tous les marchands, les commerçants de bande dessinée, partenaires, La Parenthèse, Plus belle les bulles, Le Cahier bleu, Kodama à Toul, enfin partout où on vend des bandes dessinées, allez-y, faites-vous plaisir, feuilletez, demandez, regardez. Lisez de la BD, découvrez de la BD. Achetez de la BD. On va dire ça comme ça. Donc merci à tout le monde et puis rendez-vous au mois prochain. À bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org